vous retrouver, mesdames et messieurs. C'est mercredi et comme vous le savez, mercredi c'est Web Presse. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes mais qui se confondent, qui fondent l'un avec l'autre. Nous allons parler de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013, donc à peu près 3 ans déjà qu'on a signé cet accord. Et nous allons parler aussi de la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, pour débattre de ces deux thèmes interdépendants, je suis avec Pascal Ondje de Canal Kin Télévision. Bonjour Pascal. Bonjour consoeur, longtemps qu'on n'est plus ensemble, et pratiquement un mois déjà d'absence. Je ne sais pas si vous m'aviez oublié ou comment. Mais il faut aussi permettre à d'autres intelligences de ce pays d'être découverts par la population. Donc je sais que Canal qui n'est pas encore ouvert, nous croisons encore les doigts. Nous espérons que cette année, on va ouvrir. Ça va aller. Et il faudrait rappeler, parce que j'aime toujours la pensée d'un philosophe, Héraclite, tout coule, tout passe, ça ne dérange pas. Nous savons qu'un jour, les choses pourront changer autrement. Si on est aujourd'hui au pouvoir, demain, on peut se retrouver aussi à l'opposition. Vice-versa. Voilà. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez découvrir Eddy Kaniki. C'est la toute première fois qu'il passe à Web Presse. Je crois que ça ne sera pas la dernière. Bonjour Eddy Kaniki. Oui, bonjour Paulette. Merci pour votre invitation. Je pense que dans votre plateau, je saurais exprimer ma pensée. Voilà, et votre pensée, surtout en tant qu'historien du temps présent. Pascal Ondje, ça fait déjà 3 ans. Jour pour jour que l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé. Cet accord qui aujourd'hui, on ne sait pas, suscite vraiment beaucoup de passion. La toute première question, Pascal Ondje, est-ce que l'accord cadre est au-dessus de la constitution congolaise? Bon, je peux dire oui, parce qu'il s'agit d'un texte signé à l'international qui a en principe prédominance sur les textes d'une quelconque nation, le cas ici de notre constitution, la République démocratique du Congo, autrement. Et c'est un texte également d'intérêt essentiel pour le pays, mais simplement que ses dirigeants n'ont pas voulu, en tout cas l'appliquer correctement depuis qu'il a été signé, depuis le 24 février 2013, parce qu'il faudrait qu'on rappelle, le départ était tel qu'il y avait beaucoup de guerres à l'est du pays, et surtout après les élections mal organisées de 2011, il y a eu le M23 qui a pris les armes, et avec des accusations de la part de la République démocratique du Congo, telles que le M23 était appuyé par le Rwanda et peut-être aussi par l'Ouganda. Il a fallu trouver un compromis parce qu'on commençait maintenant à déstabiliser la région des Grands Lacs. Et c'est comme ça qu'à Addis Abeba, le 24 février, on va signer cet accord qui donne des obligations en République démocratique du Congo de pouvoir respecter pour rechercher la paix, bien entendu, et également à la région, pourquoi pas également d'autres pays voisins. Mais quant à la République démocratique du Congo, il y avait, je peux dire, 2 obligations essentielles. La démocratisation, c'était important. La réforme structurelle des institutions, c'est important. Et aussi, je crois, le dialogue. Et on n'a pas dit expressément dialogue, mais dialogue a été prononcé expressément par les 3 résolutions qui ont été signées après. Mais je peux citer ici 2, la résolution 2098 et la résolution 2211. Et c'est en interprétation de ces résolutions que le problème se pose en République démocratique du Congo. D'abord, il faut rappeler qu'on signe ces textes, on revient au pays, au lieu d'organiser le dialogue tel que voulu par, à son temps, c'était une résolution 2098, mais on va organiser les concertations nationales avec l'idée d'esquiver maintenant l'application correcte de l'accord cadre. Qu'à cela ne tienne. Mais maintenant, pour la bonne application de l'accord cadre, surtout quant au dialogue, les gens ne lisent pas généralement correctement la disposition 4. Les gens vont lire maintenant la disposition 14.b, où on dit qu'il faut promouvoir le dialogue en République démocratique du Congo. Mais alors que la disposition 4 de la résolution 2098 appelle ou responsabilise l'envoyé spécial de pouvoir conduire le dialogue entre les responsables congolais, politiques congolais, afin d'identifier les causes qui font qu'à chaque fois il y ait guerre au pays. Alors maintenant, moi je me dis, le concept conduire veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui va donner les orientations. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Okay. Et cela contredit plutôt l'esprit qui consistait à penser que le dialogue, il s'agissait d'une initiative privée du chef de l'État. Par sa bonne volonté, il a tendu la main pour qu'on ait le dialogue. Non, ici, il s'agit de respecter ce qu'on avait signé. Pour preuve, le secrétaire général des Nations Unies est là.
Et vous verrez que avec lui, on va s'accorder pour que finalement on mette sur tapis le dialogue en question. Edi Kaniki, est-ce que les politiques congolais interprètent chacun à sa manière cet accord cadre? Parce que, comme on le sait, l'UDPS de Etienne Tshisekedi tient mordicus à l'application du dialogue selon l'accord cadre d'Addis Abeba. Et notre frange de l'opposition s'appuie sur la Constitution. Alors on se demande qui utilise mieux ou qui interprète mieux, selon vous, les écrits de l'accord cadre. Tout à fait, Paulette. Mais je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Pascal Onja. Je suis d'accord pratiquement avec tout ce qu'il a évoqué. Mais à la question de savoir si les accords internationaux, si l'accord cadre a le dessus de la Constitution, je ne partage pas ces points de vue. Je crois que les accords, quand bien même signés à l'international, viennent pour appuyer les textes légaux, n'est-ce pas, qui permettent à un pays d'évoluer, à un pays de pouvoir se développer. Vous ne lirez nulle part dans cet accord-là que à son avènement, la Constitution de la République démocratique du Congo devient obsolète. Cet accord a été abrogé. Cet accord, lorsqu'il est venu, toutes les institutions actuelles ont pu poursuivre, n'est-ce pas, dans leurs différentes prérogatives, concomitamment, en respectant et la Constitution, d'abord, parce que c'est la première des lois, et l'accord cadre. Donc, je ne partage pas ces points de vue-là, selon lesquels il a prépondérance sur... Le choc des idées jaillit la lumière, dit-on, oui. Tout à fait. Qui utilise bien ou qui interprète mieux, selon vous, ces accords? Vous savez, l'accord cadre ou la Constitution, c'est un peu comme la Bible. Chacun l'interprète selon que c'est à son avantage. Chacun interprète les textes selon qu'il veut que ça lui apporte, n'est-ce pas, des intérêts. Voyez-vous? Alors, sur ce plateau, je ne saurais pas dire qui interprète bien et qui n'interprète pas bien, mais du moins, nous constatons que lorsque vous voulez tirer la couverture de votre côté, vous exploitez un article ou un autre. Mais lorsque c'est à votre désavantage, vous trouvez des explications contraires par rapport aux articles que vos co-débatteurs évoquent. Alors, à partir de ce moment-là, nous sommes en difficulté et c'est d'ailleurs ça qui a toujours été la difficulté du peuple congolais. C'est dès là d'ailleurs que toutes les difficultés sont venues. D'ailleurs, Edi Kaniki, on dit dans la région des Grands Lacs, et c'est aussi la même question que je vais poser à Pascal Oudjé, que c'est la RDC qui applique mieux en général les articles de l'accord cadre par rapport à l'Ouganda, au Burundi ou au Rwanda. Est-ce vrai? Mais qui a dit? C'est les Congolais eux-mêmes qui le disent. Nous respectons mieux les accords. Ah oui, mais qui le dit? C'est les Congolais eux-mêmes qui disent ainsi, que c'est nous qui respectons correctement. Vous le savez que le Rwanda voulait sortir de cet accord, vous le savez, non? Oui, mais parce que je ne sais pas si le Rwanda a connu ce que la République démocratique du Congo a connu. Je ne sais pas si l'Ouganda a connu ce que la République démocratique du Congo a connu. C'est la République démocratique du Congo qui a souffert depuis tout ce temps. Et elle avait tout intérêt d'appliquer correctement cet accord parce que l'accord appelait la paix en République démocratique du Congo d'abord. Alors, moi, je pense que lorsqu'ils donnent des points de vue comme ça, quelque part, ce n'est pas bon parce que c'est une manière d'accuser les autres indirectement. Mais de l'autre côté également, c'est normal qu'ils doivent accepter qu'ils appliquent correctement cet accord parce que nous sommes à la recherche de la paix jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le problème ici, c'est que on n'a pas voulu au départ appliquer correctement l'accord en question. Je vous parlais ici des concertations nationales. Posez-vous la question, pourquoi nous avions eu les concertations nationales? Nous avions eu les concertations, selon leur dire, c'était à la recherche de la cohésion nationale. On n'en a pas eu. Et si on parle du dialogue aujourd'hui, au-delà de l'exigence, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient devant un fait accompli. On n'avait plus le choix. Ils étaient devant deux choix. Le premier choix était, qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'on dépasse 2016 et rester encore au pouvoir? Et alors que de l'autre côté, il y a des pressions politiques telles qu'il faut respecter la Constitution. Et deuxième était tel qu'on avait signé nous-mêmes les textes, et ceux avec qui nous avons signé les textes nous regardent et nous imposent pour qu'on respecte ce que nous devions signer. Donc, organiser le dialogue. Et finalement, on organise le dialogue. Et qu'est-ce qu'on a commencé? Nous avons consulté les gens, et je crois depuis le mois de juin. Après avoir consulté pratiquement tous les Congolais, nous nous sommes rendus compte que nous sommes mûrs, les Congolais sont mûrs. Entre nous, Congolais, alors nous pouvons organiser notre dialogue. Non. Il s'agit du dialogue voulu par l'accord cadre. Est-ce que le dialogue voulu par l'accord cadre voulait que les Congolais eux-mêmes l'organisent? Vous avez dit que le mot dialogue n'est pas inscrit
explicitement dans Non. l'accord cadre. Est-ce que Je vous lis. S'il y a cet article, vous pouvez le lire pour nous. En tout cas, pour Il y a une certaine la opinion qui République dit que démocratique le mot du dialogue Congo, n'est pas d'accord. écrit explicitement dans Pour cet la accord. République démocratique du Congo, on dit promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Il y a pas de Et dialogue. quand vous prenez la résolution 2098, dans sa disposition 4, et c'est là où on parle clairement maintenant, on dit l'envoyé spécial, on invite l'envoyé spécial à conduire un processus politique global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit. Quand vous allez encore plus loin, à la disposition 14, point B, on parle promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Donc le mot dialogue Voilà. y est. Le mot dialogue est là Ok. dans les résolutions. Ok. Mais dans l'accord cadre, en on soi- parle de la réconciliation. Ok. Alors, on ne peut réconcilier qu'à travers un échange, en fait. Et l'échange en question ici, C'est c'est le le dialogue. Et les résolutions ont été prises pour la bonne application de l'accord cadre. Voyez-vous? Alors, le dialogue en question, au départ, pour les Congolais, et vous aviez suivi après les consultations, était tel que c'est notre initiative, nous sommes mûrs, nous avons des problèmes, échangeons. Non, nous ne sommes pas dans ce cadre. Et c'est comme ça qu'on a consulté les mamans maraîchères, les chefs coutumiers, toutes les couches sociales. Et vous vous rendrez compte que lorsqu'on aura organisé le dialogue, vous ne verrez même pas les mamans maraîchères participer. Donc ici, nous sommes dans l'obligation vous de partagez le respecter. point de vue du G7 qui l'accord dit cadre. qu'il faut un dialogue direct, une négociation directe, pas ce qu'on a eu comme format, comme la CNS sous les concertations nationales. Il faut un genre de confrontation directe entre les politiques pour qu'on se dise les vérités, pas qu'on y mette les mamans. C'est pas qu'on les dévalue, non, on ne dévalue pas les mamans maraîchères, ils font un bon travail, on ne dévalue ni les maçons, ni les architectes et tout ça, mais nous sommes en politique, il vaut mieux que les politiques se mettent ensemble et se disent les vérités. Vous partagez ce point de vue? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'invente pas la roue. Le G7 parle d'un, comment on peut dire, c'est un échange entre politiques, un échange direct entre politiques. Ça veut dire qu'on va inventer la roue. Pascal vient de nous faire voir qu'on parle de l'accord cadre où il y a dialogue. Enfin, comme l'IDPS en parle aussi, le dialogue dans le cadre de l'accord cadre. C'est ça, si je ne m'abuse. Il doit être inclusif, c'est ça? Inclusif et tout Donc, ça. inclusif, ça veut dire prendre tout le monde. Tout le monde. Enfin, pas tout le monde, pas les mamans maraîchères. Tout le monde, ça veut dire la classe La classe politique. politique. Et la société civile, c'est ça? Bien entendu. Évidemment, on dit tout le parti. Le parti, on voit là le politique, comment vous avez appelé ça, la société civile, etc. Alors, si effectivement le G7 voudrait parler avec le pouvoir, ça doit être dans le cadre de l'accord cadre, justement. Et non pas créer de nouveaux textes, créer un nouveau règlement qui va permettre à nouveau d'oublier l'accord cadre et puis on repart à zéro. Moi, je trouve que s'il faut accepter les dialogues, en ce moment-là, il faut l'accepter dans le format de la proposition de l'UDPS. Parce que c'est quelque chose qui existe déjà, quelque chose où tout le monde a apposé sa signature, et donc on ne peut plus revenir en arrière et créer de nouveaux textes sur base desquels on doit à nouveau débattre. Non, moi, personnellement, je suis un peu confus, consoeur, parce que quand le G7 dit des négociations directes entre acteurs politiques, plutôt qu'à celle du dialogue soutenu par le président de la République. Ok. Alors, je ne sais pas si... Parce qu'en même temps, aujourd'hui, si vous aviez lu les journaux, Mwando Simba, c'est lui, je crois, il dit non au dialogue, non ainsi de suite. On refuse le dialogue, on parle de négociations directes, je ne sais pas comprendre. La position de Tshisekedi n'a jamais changé. L'UDPS est resté droit depuis qu'il a commencé à parler du dialogue. Dialogue, oui, dans le respect de l'accord cadre. Et ses résolutions, bien entendu. Donc, il faut une médiation internationale. L'UDPS est resté là. Et c'est ceux qui ne voulaient pas l'application correcte de ce dialogue dans l'esprit maintenant de cet accord cadre qui commençaient à tergiverser. On est allé ailleurs, échanger avec l'UDPS en Italie, avec l'idée de changer la vie de l'UDPS. On cherche telle et telle personne, ainsi de suite. Mais Tshisekedi dit, nous restons comme ça. Et aujourd'hui, nous y sommes. Le secrétaire général des Nations Unies, venant en République démocratique du Congo, je parie qu'on va débloquer la question
Et c'est à ce moment-là que l'UDPS et le pouvoir en place, finalement devant un fait accompli, va accepter, je parle du pouvoir, accepter finalement qu'on organise le dialogue uniquement dans l'esprit de cet accord pour que finalement on voit comment organiser de belles élections à l'avenir. Oui, pour revenir au G7, je crois que le G7 n'a simplement pas voulu s'aligner sur le pas de l'UDPS. Sinon, on dirait carrément que voilà, le G7 rejoint la proposition de l'UDPS, celui du respect de l'accord cadre. C'est juste ça, il a voulu faire une petite différence. Mais en réalité, nous avons tous appris les synonymes. Il y a des mots synonymes. Quand on dit qu'on ne veut pas du dialogue, mais on veut d'un entretien, moi je ne vois pas comment on peut avoir un entretien sans dialoguer. Donc, je crois que c'est ça. Nous allons parler maintenant de la Constitution, mesdames et messieurs. Ben, le phare nous dit le ras-le-bol de Samy Badibanga, violation de la Constitution, trop, c'est vraiment trop. Par rapport toujours au respect de la Constitution, Adolphe Muzito nous dit dialogue vertical. Est-ce que vous avez une compréhension de l'entendement d'Adolphe Muzito par rapport à ce dialogue vertical? Oui, dialogue vertical, c'est le dialogue dont on parle ici, dialogue entre les acteurs politiques. Ah, c'est ça, parce que lui a différencié, oui, dialogue vertical et dialogue horizontal. Okay. Dialogue horizontal, c'est dialogue qui part maintenant des responsables politiques vers la population, donc à travers probablement référendum, ainsi de suite. Mais dialogue vertical, c'est ce dialogue dont on parle aujourd'hui. Les acteurs doivent échanger pour trouver solution aux questions qui se posent à la nation. Mais généralement, selon l'esprit d'Adolphe Muzito, ce dialogue se solde principalement par satisfaire les acteurs politiques. Ce sont eux qui vont se retrouver avec des postes et finalement laisser généralement, n'est-ce pas, à l'air triste et sort la population. Et ce dialogue, selon lui, ce n'est pas un bon dialogue. Il faut généralement penser également au dialogue horizontal pour satisfaire également la base. Oui, donc nous revenons maintenant. Il y a un autre point qui aujourd'hui, en tout cas, fait bouger la nation, c'est le vide juridique à la tête de la nation s'il n'y a pas les élections en 2016. Alors, Samy Badibanga a déjà dit que non, il en a marre de la violation de la Constitution. Je pose la question à un analyste de la vie politique. Y aura-t-il vide juridique, Pascal Ondje, s'il n'y a pas élection en République démocratique du Congo? C'est complexe. Et là, je crois que nous allons encore revenir sur le dialogue. Mais s'il n'y a pas élection, de toutes les justement, parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi l'expertise de la CENI, il faut 16 mois pour qu'on ait un bon fichier électoral. La CENI vous dit, on ne saura pas organiser une quelconque élection si on n'a pas un fichier électoral. Donc le fichier électoral, c'est le premier pas pour avoir les élections en République démocratique du Congo aujourd'hui. Alors 16 mois. C'est la condition sine qua non aujourd'hui. Selon la CENI, on a suivi Nanga. 16 mois. Les 16 mois, selon lui, il prend l'expérience de 2006 et l'expérience de 2011. Alors nous sommes en février aujourd'hui, 16 mois, c'est au-delà de 2016. Donc nous allons tomber dans l'inconstitutionnalité. Alors lui vous dit, pour ne pas énerver beaucoup d'esprits, il faudrait qu'on trouve un consensus politique. Et ce consensus politique ne peut être trouvé qu'à travers un échange dans le dialogue qu'on évoque aujourd'hui. Mais quand vous prenez bien le dialogue ici, ça c'est mon point de vue personnel, nous tendons vers la dissolution des institutions. Et c'est comme ça que quelque part il y a une obligation telle que la réforme structurelle des institutions. Nous tendons vers la dissolution des institutions. Et on pourra procéder comme on avait fait après Sun City par la nomination des nouveaux acteurs dans toutes les institutions. À ce moment-là, ils vont se mettre d'accord. On va dissoudre la Constitution aussi? On va créer une loi fondamentale la Constitution peut être suspendue. On va suspendre On peut suspendre la Constitution, son application momentanément. Et c'est là également la crainte. Est-ce que pendant ce temps, on ne va pas encore trouver d'autres idées intelligentes pour qu'on mette en cause la Constitution? Ça, c'est la crainte. Si les acteurs auront une bonne âme de sauver cette constitution au nom de la nation, s'attendre pour qu'on gère ce temps uniquement pour l'organisation des élections. Parce que les 16 mois que lui a parlé, c'est pour le fichier électoral simplement. Il y a d'autres opérations. Il faut acheter le matériel, il faut les ramener ici, il faut les distribuer à travers le pays. Et tout ça, ça va prendre encore beaucoup de temps. Donc il faut imaginer déjà 2 ans probablement. Et alors, pendant ces 2 ans, qui va gérer le pays? Je pense que nous tendons vers la dissolution des institutions et procéder par la nomination dans l'ensemble. Comme on avait connu après Sun City, les acteurs vont travailler
et peut-être avec des obligations qui seront arrêtées à travers le dialogue et sauver les choses. C'est la question qui fâche. Pascal Ondje a dit, qui va diriger le pays si on dépasse les délais constitutionnels? Plusieurs scénarios sont déjà sur place, hein, sont déjà montés par-ci par-là. Mais vous, en tant qu'intelligence, en tant qu'élite, quelle solution trouvez-vous le moindre mal par rapport à ça? Vous savez, Paulette, il y a moyen de ne pas tomber dans l'inconstitutionnalité. Parce que la constitution dont nous parlons tout à l'heure... Mais maintenant, là, ça devient difficile. Il y a moyen de ne pas tomber dans l'inconstitutionnalité. Comment? On ne peut pas organiser pratiquement les élections dans les délais prévus par la constitution. Je vous ai très bien compris. Oui, oui. La constitution dont nous parlons tout à l'heure là a prévu tout le mécanisme. Il a prévu même un mécanisme où le président de la République n'est plus en mesure de diriger. Est-ce que vous avez je fais allusion là à l'article 75. Qu'on ne dise pas que Paulette qui monte ou invente des histoires. L'article 75, quelque chose comme ça. Passez-moi ça, s'il vous plaît. L'article 75 et 76. Voilà, on va le lire. Article 75. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81, 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Nous prenons donc l'article 78. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter déjà là. Oui. Je disais donc l'article 55, vous l'avez lu. Non, je préfère lire pour que les gens comprennent un peu l'idée. L'article 78 nous dit, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. 78, peut-être 76 que vous vouliez dire après 75. Non, mentionnons l'article 78, 81... 76. La vacance de... Voilà, merci, article 76. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Le président de la République, par intérim, veille à l'organisation de l'élection du niveau président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante 60 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, cela peut être prolongé à 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Les présidents élus commencent donc un nouveau mandat. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on se demande, cet empêchement, est-ce que le fait de ne pas organiser l'élection dans les délais constitutionnels constitue-t-il un empêchement qui provoque la vacance du président de la République? Oui, bon là, je vais terminer donc mon idée. Vous avez lu l'article 75. Vous avez vu qu'on a évoqué des situations dans lesquelles le président de la République peut se retrouver. Mais on a dû ajouter, et pour toute autre cause. Il peut être empêché par toute autre cause. Okay. Et donc, ici, moi, je vois toute autre cause ici. La non... comment dirais-je... Le fait de ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. Exact. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que la population congolaise, le peuple congolais a donné une responsabilité au président de la République. Il y en a beaucoup, parmi lesquels financer les élections. Nous l'aimons lorsqu'il exécute ce pourquoi nous l'avons envoyé au pouvoir. Mais là, nous constatons que lui et son gouvernement n'ont pas pu apporter à Nanga le moyen qu'il faut pour organiser les élections. Et donc, il ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes, il n'a pas été capable. Et il n'a pas été capable, son mandat prend fin, on ne va pas accepter de pouvoir lui donner encore le 120 jours en question là-bas. Il serait normal de pouvoir donner les 120 jours au président du Sénat. Vous l'avez lu? Mais le Sénat pose aussi un petit problème, mon ami Edi Kani, que le Sénat est illégitime et illégal. Kengo ne peut pas être président de la République parce qu'il a dit, lui aussi a glissé c'est même petit. Kengo a fait plus que ça, il ne peut pas être président dans son pays. Parce que le Sénat n'est pas légal. Vous savez, Paulette, n'est pas légitime, peut-être légal, mais illégitime. J'ai suivi beaucoup de confrères qui sont passés sur votre plateau ici. Ils ont démontré en longueur de temps que la situation de Kengo et des sénateurs est différente de celle du président de la République. Okay. On ne nous a pas démontré quelque part dans la Constitution où le mandat du sénateur, lorsqu'il prend fin, qu'est-ce qui doit arriver ensuite? Cela n'est pas démontré dans la Constitution. Mais dans la Constitution, on nous a plutôt démontré, lorsque le mandat du président de la République se termine, qu'est-ce qu'on doit faire?
Comment on doit s'y prendre? On nous l'a montré là-dedans. Alors j'ai dit, au lieu de revenir dans des conciliabules, appliquons ce pourquoi nous nous sommes tous battus. C'est-à-dire la Constitution. La Constitution a prévu... Qui a été adoptée par référendum. Par référendum. Hein? Et l'actuel, j'allais dire, l'actuel gouvernement a battu campagne pour que cette Constitution passe. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord qu'à la fin de son mandat, s'il n'arrive pas à organiser les élections, il sera remplacé tout bonnement par le président du Sénat, qui à son tour aura les 120 jours seulement, c'est 120 jours, je crois qu'on a lu, aura les 120 jours seulement pour pouvoir organiser les élections. Voyez un peu. Donc, à mon avis, les glissements, c'est ce que je disais d'ailleurs tantôt, les glissements, dans la Constitution a prévu les glissements, mais à des conditions très bien précises. Mon frère Owondje, vous partagez cet avis? Oui, il y a des nuances, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Tout part de l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois seulement. Alors, il a été élu en 2006, il a été élu en 2011, 2 fois. Donc, la fin de son mandat constitue alors un empêchement définitif pour lui, il ne peut plus. C'est ça l'esprit de la Constitution, il ne peut plus. Maintenant, on est dans ce cas-là. L'article 76 vous dit, c'est la Cour constitutionnelle qui va constater la vacance. J'ai peur, je vois ma Cour constitutionnelle, je me dis, est-ce qu'elle sera à mesure de constater cette vacance? Que cela ne tienne. Mais en même temps, on dit, c'est le président du Sénat, si on est dans ce cas, qui prend le pouvoir. Et en ayant quelques temps pour organiser finalement les élections. Et qui est le président du Sénat et qui est le Sénat de la République démocratique du Congo? Illégitime. Alors, mais un Sénat illégitime ne peut pas prendre le pouvoir. Le président du Sénat illégitime ne peut pas. Mais le problème ici, c'est que... Mais le problème ici, c'est que ceux qui ont laissé le Sénat fonctionner depuis tout ce temps risquent maintenant d'être pris dans leur propre piège. Le Sénat étant plutôt dans le dépassement du délai, le Sénat avait glissé. Autrement, on peut parler, le Sénat avait fait un coup d'État parce que les sénateurs jusque-là bénéficiaient indûment. Ils ne peuvent pas. Alors, c'est le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qui mettrait un terme. Il pouvait saisir la Cour constitutionnelle. À l'époque, on n'avait pas la Cour constitutionnelle, on avait la Cour suprême de justice qui faisait l'office. On pouvait saisir maintenant la Cour suprême de justice pour que finalement on mette un terme, on trouve solution. Il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, c'est son tour. Et si lui aussi connaît le dépassement, le glissement, et nous allons parler également du coup d'État. Et le coup d'État, à ce moment-là, qui mettra fin? C'est là la difficulté. Parce qu'il n'y a pas une autre institution au-dessus du président de la République. Et je sais, c'est le peuple, au fait, qui a fait que le chef de l'État soit là où il est. Donc le chef du chef de l'État, c'est la population. C'est tout ça la complexité. Et voilà pourquoi il faudrait qu'on réfléchisse très calmement. À travers ce dialogue, on trouve des solutions idoines, essentielles pour le bon fonctionnement de l'État. Mais si la classe politique va continuer à s'embrouiller de la manière qu'elle s'embrouille aujourd'hui, parce que chaque classe ou chaque côté voudrait maintenant tirer la couverture de son côté, on risque de connaître des temps terribles au pays. C'est que personne ne peut en vouloir. Alors nous les prions pour qu'ils mettent au premier plan l'intérêt national et non les intérêts égoïstes comme ils ont souvent l'habitude de le faire. L'intérêt national, Paulette, si je peux prendre la parole, l'intérêt national, comme l'a dit tantôt Pascal, c'est le respect de la Constitution, justement. Mais c'est vrai que la Constitution n'est pas... C'est vrai, c'est le livre premier et tout ça, mais c'est pas la Bible, c'est vrai. Mais on est mis, comme l'a dit Pascal, devant un fait accompli. On ne peut pas contourner, mais trouver des moyens pour empêcher aussi le chaos. On ne peut pas suivre à la lettre, il y a la lettre et l'esprit. Essayons de trouver quand même des compromis. Vous êtes trop radical, mon frère. Non, mais quand vous parlez de l'esprit... Qu'est-ce qu'on peut faire? On y est déjà dans un glissement de fait. Vous savez, Paulette, comment on peut faire pour lorsque vous parlez de l'esprit et de la lettre, c'est justement dans le cadre de l'esprit qu'ils ont prévu le toute autre cause. Ils savaient, les constituants, savaient qu'ils ne pouvaient pas énumérer toutes les causes susceptibles d'arriver. Alors ils résument ça dans un ensemble qu'ils appellent toute autre cause. Et Pascal l'a si bien expliqué. Le toute autre cause ici, c'est lorsque lui arrive à la fin de son mandat, donc il ne peut plus, selon l'esprit de la Constitution, il ne peut plus diriger. Le constituant intelligent qu'il est
prévoit le mécanisme. Il y a un mécanisme. Je ne suis pas radical. Je suis en train de parler de ce qui est écrit, de l'esprit de la lettre. Il y a un mécanisme de remplacement du président de la République. Mais il n'y a pas un mécanisme de remplacement du Sénat. Mais ces remplacements-là va poser aussi problème, mon frère. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Kengo devient... Le remplacement va poser problème parce que... C'est peut-être pas la personne de Kengo lui-même, mais c'est la personne du président du Sénat, de cette institution, en fait, même Sénat, qui pose problème. Ce que je veux dire, c'est que le remplacement va poser problème parce que justement, il y aura des gens qui ne seront pas capables de respecter cet article-là. Parce que il en va de leurs intérêts. Vous voyez? Mais si on est dans un... allez, j'allais dire, si on peut se dépasser tous, particulièrement la majorité présidentielle, et de défendre cet article comme ils ont l'habitude de défendre les autres articles de la Constitution, vous verrez que comme en Haïti, ça sera possible. Mais on nous dit que le cas d'Haïti n'est pas la RDC. Non, évidemment, j'ai dit comme. Ça fait jurisprudence. Voilà. Vous verrez que comme là-bas, vous verrez que comme là-bas, lorsqu'il y a dépassement de soi, vous verrez que vous serez à mesure de trouver un compromis qui veut que, puisqu'il y a un président du Sénat qui ne pose aucun problème, il prend le 4 mois. Et il organise, allez, j'allais dire, il finance les élections, et puis Nanga organise les élections. Et puis nous sommes partis pour les nouvelles. C'est aussi simple que ça, parce que la crainte aujourd'hui, je suis à partir d'accord avec mon confrère, c'est que nous avions connu longtemps de la dictature avec Mobutu. Là, Foudela entre, prend le pouvoir, promet les élections, et finalement, on fauche Kabila, il est parti, et les autres prennent les armes et pour avoir Sun City aujourd'hui, la Constitution. Et comprenez ce que dit... exposé des motifs de la Constitution. Depuis son indépendance, le 30 juin 60, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec des guerres qui ont déchiré le pays de 1996 jusqu'en 2003. C'est la question de la légitimité qui se pose depuis longtemps au pays. Mais aujourd'hui, nous voulons arriver fin mandat, non seulement du président de la République, également du Sénat, enfin de l'Assemblée nationale. Le Sénat, c'est depuis longtemps. C'est alors toutes les institutions qui seront illégitimes. Et alors que le combat depuis longtemps, c'est lutter contre cette illégitimité. Mais alors, au moment où, le temps que nous allons arriver là, comment on va s'en sortir? C'est la question que nous nous posons. On a lu les dispositions constitutionnelles et moi j'ai proposé, au-delà de ces dispositions constitutionnelles, parce que j'ai estimé que Kengo et son Sénat sont illégitimes et par conséquent ils ne peuvent pas maintenant appliquer correctement la disposition ou l'article 75 et donc il faut partir du dialogue. Parce que le dialogue, nous sommes ici dans le texte signé à l'international. Et je disais pas longtemps ici que nous tendons vers la dissolution des institutions et on va procéder par la nomination. La classe politique va s'attendre et comme ça on va, n'est-ce pas, avoir un autre ordre institutionnel. C'est ça, je me pose la question, il y aura un autre Sun City bis. Oui, mais il n'y a pas de différence aujourd'hui étant donné que ceux qui sont au pouvoir vont manquer la légitimité. Donc nous allons nous retrouver dans un pays où aucune institution n'a la légitimité. Et même la CENI aujourd'hui contestée largement par l'UDPS. Et si l'UDPS, enfin pas si, comme l'UDPS aujourd'hui est partenaire privilégié au dialogue, et vous vous rendrez compte que certaines personnalités de la CENI vont changer. Parce que l'UDPS va chercher également à être représenté. Voyez-vous? Alors, ça va se passer comment? Et on risque de mettre encore en cause le petit travail que fait jusque-là la CENI. Parce que la CENI, on l'a toujours accusé, et peut-être même moi également, qu'il faisait autrement le travail du gouvernement. Et le travail du gouvernement était tel que, ou la vision du gouvernement était telle que retarder les choses pour qu'on n'ait pas les élections aujourd'hui. Et vous vous rendrez compte, il a suffi que la CENI aujourd'hui, parce qu'on a déjà atteint l'objectif, on ne sait plus par où commencer, annonce plutôt 16 mois du travail pour le fichier électoral. Le matin, on débourse l'argent. Voyez-vous, vous avez suivi. Le gouvernement a déboursé l'argent pour que la CENI fasse correctement le travail. Donc simplement, vous comprendrez que... C'est question de volonté politique. Hein. Volonté politique, depuis tout ce temps, la CENI est en dépendance totale du pouvoir en place pour atteindre un objectif que nous connaissons aujourd'hui, celui de dépasser 2016 sans élection. Mais c'est
par le gouvernement que la CENI peut avoir de l'argent. Donc la CENI, excusez-moi le terme... Mais elle peut déclarer, on n'a jamais entendu la CENI déclarer, elle ne peut pas aussi déclarer étant donné qu'elle est à l'intelligence du... Pas forcément, peut-être aussi la CENI est victime Quand on est victime, on victime. dénonce. On dénonce et on conteste et les gens comprennent effectivement que il y a quelque chose qui ne va pas. La CENI n'a jamais déclaré comme ça. Oui, Paulette, j'ai des difficultés avec la proposition que fait Pascal, avec sa manière d'entrevoir les choses. J'ai quand même vous voulez le respect strict de la Constitution? Non, j'évolue. J'évolue. Il dit que le Sénat est illégitime, le président de la République et toutes les institutions bientôt seront illégitimes, et il propose. Il dit, voici les scénarios qui peuvent arriver, il y aura nomination, on dissout le Parlement et tout le reste, il y a nomination. Mais ceux qui sont arrivés là, par nomination, ne sont-ils pas illégitimes? Qui est arrivé par nomination? Non, je suis dans sa vision, dans sa proposition. Ceux-là qui ont été nommés, parce qu'on a dissolu... Qui seront nommés. Parce qu'on a dissolu l'Assemblée nationale et toutes les institutions. Ils arrivent par nomination, n'est-ce pas? Ne sont-ils pas illégitimes? Ils restent illégitimes. Non, mais là, ça sera voilà. Un instant, je termine. Non, je vais vous équilibrer comme ça, vous allez Je parle d'illégitimité par rapport à la Constitution, par rapport aux textes légaux. Non, vous avez raison. Mais je voulais vous dire. Mais maintenant, moi, je suis dans la logique du moindre mal. Je suis dans la logique du moindre mal. Sénat illégitime. Ça dit Kengo, le président du Sénat, illégitime. Et toutes les institutions illégitimes. Le moindre mal pour moi, c'est que toutes les autres institutions restent légitimes parce que c'est possible. Et nous n'avons qu'une seule institution, c'est-à-dire, là j'ai rejoint Pascal, et c'est le président du Sénat qui est illégitime, mais qui dirige pour ramener tout le monde, toutes les autres institutions, dans la légitimité. Au lieu d'entraîner tout le monde dans la dissolution des institutions et tout le reste, et puis on rentre encore, et puis on craint que finalement on dira qu'on va en profiter de cette période-là pour pouvoir dire modification de la Constitution ou changement de la Constitution, et puis ça sera la transition, et puis on va revenir à zéro. Je suis très content. Et puis tout ce qu'on aura fait comme travail sans citer et tout le reste, on aura tout perdu. Oui, c'est une belle analyse, mais il y a quelque chose qui vous a échappé. Parce que si, aujourd'hui, vous verrez que à travers le pays, toutes les institutions sont occupées par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Si on doit accepter l'hypothèse de ce dépassement, de la transition, qui selon vous, probablement sera dirigé par le président du Sénat, mais avec les acteurs dans les postes de responsabilité de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et alors que depuis longtemps, la recherche, c'est comment avoir des élections crédibles, non conflictuelles. Alors, si vous avez ces gens à travers le pays, commissaires spéciaux, ainsi de suite, mais comment ceux qui ne sont pas au pouvoir seront à mesure d'avoir ce qui est plus essentiel? Et donc, ici, c'est que si on parvient à nommer, ça veut dire chaque tendance sera représentée. Et on sera maintenant surveillé. Et c'est ce qui a fait qu'en 2006, on ait des élections à peu près bonnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tendances. Les gens bonnes qu'on a appelées chaotiques. Oui, non, à peu près bonnes. Non, de 2006. L'élection de 2006 et de 2011, on préférait tout quand le même monde 2006, était au pouvoir. Et c'est cela. Donc, maintenant, il faut procéder. Il faut accepter cette hypothèse. Si on doit rester dans votre hypothèse, non seulement que Kengo est illégitime, ne peut pas, en tout cas, répondre à l'esprit de l'article 75, mais aussi, ce sera déséquilibré parce que c'est les mêmes qui vont continuer. Et Kengo, d'ailleurs, vous n'allez pas me dire que Kengo est de l'opposition. Voyez-vous? Donc, c'est la même tendance qui va continuer avec tout ce qu'il y a, tout ce que nous déplorons. Ils vont continuer, ils vont frauder et les choses vont aller comme ça. Et après, on va connaître encore des graves contestations. Et c'est ça que nous refusons. Les minutes qui nous restent, nous allons quand même parler du plan du chef de l'État pour l'émergence de la RDC en 2030. Donc, c'est l'œuvre des experts congolais et coréens. Pascal Onge, est-ce que vous avez une idée de ce plan du président de la République pour que nous soyons enfin émergents en 2030? Oui. On l'a exposé, le directeur de cabinet l'a exposé d'ailleurs. L'idée du plan n'est pas mauvais parce que nous avons toujours dit les hommes passent et les institutions restent. S'ils ont un bon plan, ils peuvent laisser. Ceux qui viendront pourront maintenant l'appliquer. Nous le disons ainsi parce qu'on a eu le pouvoir depuis 2006. Je prends parce que nous sommes dans l'esprit de la démocratie, de la Constitution, ainsi de suite. 2006, 2010, on a eu à construire quand même certaines routes. Mais depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien fait.
Moi, j'ai fait toujours une démonstration. Ne fût-ce qu'ici à Kinshasa, sans compter le boulevard du 30 juin, sans compter le boulevard Lumumba. Prenez Nsele, aucune route réhabilitée, aucune route construite. Prenez Maluku, aucune route réhabilitée, aucune route construite. Prenez Massina, prenez Kimbanseke, prenez Matete. Je peux citer même Limete, prenez Ngaba, Makala, Mongafula, commune de Kinshasa, vous vous rendrez compte qu'on n'a rien fait. Et ce n'est pas à la dernière minute qu'on peut penser maintenant à bien faire. Non. Le plan va jusqu'en 2030, c'est une bonne chose. On a conçu. Le plan peut être réaménagé, peut être adopté tel qu'on l'a fait, parce que demain après-demain seront maintenant choisis par la population pour continuer l'œuvre. Ce sera une bonne chose. Mais qu'on ne pense pas qu'on sera encore là au pouvoir jusqu'en 2030, comme ont fait les Rwandais pour Paul Kagame. On a vu l'absence du Premier ministre Matata lors de la présentation de ce plan. Vous nous expliquer pourquoi le Premier ministre n'était pas présent? Non, sa présence n'est pas, comment on dit, indispensable. C'est lui qui doit conduire d'une certaine manière. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est lui qui doit conduire, ça c'est vrai, mais sa présence n'est pas indispensable dans la mesure où il y a la possibilité de se faire remplacer. Bon, c'était une autre institution, hein, c'est le président de la République. Exactement. Mais j'allais dire ceci, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que Pascal disait tantôt que ce n'est pas en dernière minute qu'on doit bien faire. Moi, j'ai dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous dites qu'on n'a pas construit des routes dans toutes les communes que vous avez énumérées là, mais on en a construit dans les autres communes. Vous voyez. Et si, vers fin mandat, on constate qu'on n'a pas travaillé dans ces communes-là, il n'est pas mal de se rebiffer et de revoir les choses positivement. Vous voyez. Et donc, le plan de Kabila pour l'émergence de la RDC en 2030, c'est un bon plan, mais lorsqu'il y aura un autre président qui viendra, il pourra toujours revoir ces plans-là, c'est ça aussi. réaménager ces plans. On connaît l'Afrique, hein. Oui. C'est ça la peur un peu, parce que Lolonje dit Kanigi, on connaît l'Afrique. Quand un nouveau venu arrive, il remplace l'ancien, ben, il gomme tout ce que l'ancien a fait. C'est peut-être ça la peur que M. Kabila nous a fait. C'est très bon plan, mais peut-être le nouveau président qui viendra balayera ça de revers de la main. Nous sommes sur votre plateau, Paulette, pour parler de ce qui doit être. Nous ne sommes pas là pour parler de ce qui ne doit pas être et de ce qui ne se fait pas bien. Nous parlons de ce qui doit se faire bien et nous pensons qu'ils nous écoutent. Nous pensons qu'ils nous écoutent pour savoir qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité de l'État qui veut que lorsque vous trouvez un plan, si vous n'allez pas l'exécuter une extension, vous pourrez tout de même revoir comment le nettoyage, l'améliorer et tout, de sorte que nous pouvons... Oui, si je parlais de la dernière minute, c'est parce que nous jugeons le comportement des dirigeants. Le pays comme la République démocratique du Congo, si vous êtes naturellement sage, intelligent, dirigeant, sérieux, depuis tous ces temps, le pays changerait. Les petits pays changent et qui n'ont même pas de ressources. Nous en avons partout. Aujourd'hui, c'est seulement avec les minéraux, les quelques minéraux. Où est partie la politique de plantation des cafés? Où est parti? Rien aujourd'hui. Nous n'exportons rien et nous n'importons tout. Et vous pensez qu'à la dernière minute, avec ce plan, qu'elle sera à mesure maintenant de réaliser ce qu'on a toujours rêvé depuis tout ce temps? Non, mais le plan, c'est Horizon 2030, c'est ça. Horizon 2030, c'est pas maintenant, il faut des dirigeants qui comprennent, qui doivent travailler pour l'intérêt de la nation, sauver cette nation. On n'en a pas deux. Il y a certaines personnes qui ont des nationalités, nous n'avons que cette nation. Ceux qui auront cette passion de travailler uniquement pour la nation pourront appliquer le plan et permettre que le pays émerge correctement. Nous sommes d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. En tout cas, merci à Eddie Kaniki, à Pascal Ondje de Canal Kin Télévision d'être venu, en tout cas, parler du 3 ans de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la Constitution congolaise, de parler du plan pour l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici 2030. Donc, merci, mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe technique. Comme on dit, la télévision est une chaîne, donc sans nos techniciens, nous ne pourrons pas travailler non plus. Donc, merci à Maïlo Bumba et à Gilles Chibambe. Je redis en tout cas merci à mes confrères Eddie Kaniki et Pascal Ondje, parce que 2016 est vraiment l'année de tous les enjeux, et vraiment merci à Congo Web Télévision qui nous donne l'opportunité de parler de tels sujets. C'est vraiment ça, la liberté d'expression à Congo Web Télévision, et en tout cas la neutralité, parce que nous traitons de tous les sujets. Merci donc au numéro 1 de cette chaîne, et nous nous retrouverons avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le mercredi prochain. Au revoir.